Le son des clés tournant dans la serrure fut un avertissement suffisant. Maria se redressa sur le canapé, les bras croisés, les lèvres pincées comme pour retenir un millier de reproches. La porte s'ouvrit, et il était là. Toby, empestant l'alcool, une fois de plus. Il entra en titubant, une chaussure à moitié enlevée, la chemise froissée, les yeux injectés de sang. Son parfum ne parvenait plus à masquer l'odeur âcre du whisky. Il claqua la porte et jeta ses clés de voiture sur le sol, comme s'il s'agissait d'un panier. Maria l'observa en silence. Toby regarda autour de lui, plissant les yeux comme s'il avait oublié où il se trouvait. « Oh, tu es encore réveillé » marmonna-t-il. « Non, Toby. Je flotte dans les airs, dit-elle d'un ton plat. Il eut un petit rire. Toujours aussi drôle. C'est bien. Continue tes blagues. Maria se leva. Tu as encore bu. Il est plus de 2 heures du matin. D'où viens-tu? Il s'affala sur le canapé. De l'échec, Maria. Voilà d'où je viens. Elle le dévisagea. Tu trouves ça drôle? Lança-t-elle, furieuse. Tu es comme ça depuis des semaines, à boire, à dormir toute la journée, à te parler tout seul. C'est quoi le plan, exactement? Toby se tourna lentement vers elle, les yeux vitreux. Le plan? Oh, ma chérie, le plan est mort le jour où Silas m'a viré de Crest Rock. Il attrapa la télécommande, alluma la télévision et monta le volume au maximum. Maria lui arracha la télécommande des mains et éteignit. Ne me cherche pas ce soir, Toby, dit-elle. Il se redressa. Sinon quoi? Tu vas me gifler comme tu as giflé la femme de mon cousin à cette cérémonie de baptême? Le visage de Maria s'empourpra de colère. J'ai tout quitté pour toi, Toby. Mon mariage, mon confort, mon statut. Tu m'as dit que si j'épousais Silas et que je le distrayais, nous prendrions le contrôle de l'entreprise ensemble. C'était ça, le plan. Mais regarde-nous maintenant. Fauchés, sans emploi, dans un appartement de location qui sent le kérosène et les regrets. Toby pointa un doigt vers sa poitrine. C'est toi qui as tout gâché. Tu es devenue trop émotive. Tu as laissé cette idiote de domestique nous déjouer. Elle a prévenu Silas et il s'est retiré de l'accord de Dubaï. C'était notre moment. Tu étais censé me protéger. Répliqua Maria. Au lieu de ça, tu m'as donné des mensonges et des restes. Tu n'as même pas su tenir ta langue à l'hôtel. Oh, ne recommence pas avec ça. Aboya-t-il. Si tu ne m'avais pas poussé à affronter Silas, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as tout ruiné. Il y eut un silence. Puis la voix de Maria se brisa. J'avais un homme qui m'aimait. Il me donnait tout. J'étais l'objet de toutes les convoitises. Je portais des vêtements de créateur et je vivais à l'équis. Maintenant, regarde-moi. Regarde ce que j'ai choisi. Toby ricana. Alors, retourne vers lui. Rampe si tu le dois. On verra s'il daigne même te regarder à nouveau. Elle attrapa son sac sur la table. Ne me tente pas. S'il te plaît, dit-il en riant amèrement. Tu n'étais qu'un joli visage sur un trône que tu n'as pas construit. Dès que tu as perdu cet homme, tu es devenu ordinaire. La main de Maria s'immobilisa sur la fermeture éclair, ses yeux la brûlaient. Tu regretteras ça, Toby. Je le regrette déjà. Le silence s'installa. Épais, laid, plein de remords. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna lentement. Tu vois ce whisky que tu bois sans cesse? Dit-elle doucement. Il n'anesthésiera pas le fait que tu as échoué. Et quand l'effet se dissipera enfin, tu te réveilleras toujours face à ton compte en banque vide et ta vie vide. Elle claqua la porte derrière elle. Toby resta là, chancelant légèrement, fixant l'endroit où elle se tenait. Puis, lentement, il s'effondra sur le sol, la tête entre les mains, et murmura « J'avais tout, et j'ai tout perdu ». Dehors, dans le couloir, Maria se tenait debout, les bras enroulés autour d'elle-même, respirant rapidement. Elle éteignit son téléphone, et pour la première fois de sa vie, elle pleura. Vraiment. Non pas à cause d'un chagrin d'amour, mais sous le poids de ses propres décisions. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, loin de tout ce bruit, Dup se tenait devant un portail, sa valise à la main. Elle leva les yeux vers la demeure en silence. Il était temps de commencer sa prochaine mission. La maison de la famille Oena semblait parfaite de l'extérieur. Une cour propre, des piliers blancs, des pots de fleurs alignés comme des enfants obéissants. Les voisins les prenaient pour un couple modèle, riche, élégant, comblé. Mais à l'intérieur, c'était la guerre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Dup avait discrètement commencé son service en tant que nouvelle domestique. Comme à son habitude, elle ne parlait pas beaucoup. Elle se fondait dans les murs,
balayait sans un bruit, et gardait les yeux grands ouverts. La première chose qu'elle remarqua fut le froid. Pas le froid d'une climatisation, mais celui d'un mariage à l'agonie. Monsieur Oena adressait à peine la parole à sa femme, Ronk. En retour, elle le regardait à peine. Il rentrait tard. Elle avait cessé de lui demander où il allait. Il mangeait sa nourriture froide. Elle ne prenait plus la peine de la réchauffer. Ils étaient deux étrangers élevant les mêmes enfants. Une nuit, Dup entendit Ronk pleurer dans la cuisine. Des sanglots bas, étouffés, le genre de pleurs que l'on presse dans sa paume pour que les murs ne les entendent pas. Mais Dup entendit. Le lendemain, la voix de Ronk trancha l'air de la salle à manger comme du verre. « Tu veux divorcer ? Alors, demande-le. Que le monde entier sache que tu as détruit ton propre foyer. » Oena n'éleva pas la voix. Il s'essuya simplement la bouche et laissa tomber sa serviette. « Je suis fatigué d'être blâmé pour tout. Ce mariage est terminé depuis longtemps. Non, Oena. C'est toi qui y as mis fin quand tu as commencé à coucher avec ta secrétaire. Je ne daignerai pas répondre à cela. Parce que c'est la vérité. » Lança-t-elle. Dup se tenait dans un coin du salon, époussetant des cadres photos. Personne ne la remarquait. C'était son don. Elle regarda Ronk quitter la salle à manger en trombe, les yeux rouges, les lèvres tremblantes. Elle regarda Oena soupirer profondément et se servir un verre. Elle ne dit rien. Pas encore. Mais elle attendait le bon moment. Jeudi matin, Oena était particulièrement élégant dans sa tenue traditionnelle bleu foncé. Sa montre scintillait. Le cliquetis de ses chaussures résonnait comme le pouvoir. Son parfum atteignit l'escalier avant lui. Il s'apprêtait à sortir lorsque Dup s'avança, lui barrant légèrement le passage dans le couloir, un chiffon humide à la main. « Monsieur » dit-elle doucement. Oena lui jeta à peine un regard. « Oui ?» Elle leva les yeux. « S'il vous plaît, n'allez pas à ce voyage ce week-end. » Il cligna des yeux. « Quoi ?» La voix de Dup ne trembla pas. « Le voyage à Paris avec votre secrétaire. Vous avez dit à madame que vous alliez à Ibadan, mais votre véritable destination est Paris, avec Natacha. » Oena se figea. Il la dévisagea comme s'il essayait de comprendre qui elle était. « Pardon ?» Le ton de Dup se fit plus bas, comme si elle ne voulait pas que le couloir entende. « J'ai fait un rêve, très clair. Vous entriez dans la chambre d'hôtel avec elle. Vous riez. Vous buviez du vin. Puis, vous vous effondriez. Il dirait que c'était une crise cardiaque, mais ce ne le serait pas. Elle a mis quelque chose dans votre verre. Son petit ami était déjà dans la chambre d'à côté. Ils ont vidé vos comptes avant même que votre corps ne soit froid. » Oena abaissa lentement sa main. « Qui vous a dit ça ?» Dup pencha la tête. « Personne ne me l'a dit, monsieur. Je l'ai vu. Et j'ai appris à ne pas ignorer ce que je vois. » Il recula d'un pas. « C'est de la folie. Vous n'êtes qu'une domestique. Vous ne devriez pas me parler de cette façon. »« Je sais, monsieur, » dit-elle doucement. « Et je n'ouvrirai jamais la bouche si ce n'était pas grave. » Les yeux d'Oena s'agitaient maintenant. Personne ne connaissait ce voyage, sauf. Il s'arrêta. Dup plia lentement son chiffon. « Demandez-vous comment je pourrais savoir tout cela, monsieur. Et ensuite, demandez-vous si je mens. » Oena resta là, le souffle coupé. Il ne répondit pas. Il ne bougea pas. Et Dup, elle, se retourna et s'éloigna. Il ne quitta pas la maison ce matin-là. Il s'assit dans le salon, comme un homme qui venait de lire sa propre nécrologie. Son téléphone vibra. « Natasha !» Il décrocha lentement. « Salut, chérie. Prêt pour Paris ? » « Non. »« Pourquoi ? » ?»« Quelque chose est arrivé. Le voyage est annulé. » Silence. Puis la voix de Natacha changea. « Est-ce que tout va bien ? » Il ne répondit pas. Elle essaya de nouveau. « On peut le reporter au week-end prochain, ou aller à Dubaï à la place. Tu sais que je te suivrai n'importe où. » Il raccrocha. Plus tard dans la journée, au bureau, Natacha lui apporta du thé. Sa voix était douce. « Tiens, exactement comme tu l'aimes. » Il prit la tasse, la regarda, puis la versa lentement dans le vase de fleurs sur son bureau. Elle le fixa, stupéfaite. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il la regarda calmement. « J'ai perdu le goût pour les choses sucrées. » Ce soir-là, Oena appela sa banque pour geler les comptes joints. Il contacta son avocat. Il déplaça des fichiers clés du disque partagé de Natacha. Il ne parla pas beaucoup au dîner. Il se contenta d'observer Ronk attentivement, se demandant en silence si Dup la voyait elle aussi. Car désormais, il savait une chose avec une certitude absolue.
Cette jeune femme n'avait rien d'ordinaire, et tout avait changé. La maison était exceptionnellement silencieuse. Pas paisible, juste silencieuse. Le genre de silence qui suit une dispute que personne n'a gagnée. Oena et Ronk ne se parlaient plus. Pas de questions, pas de salutations, juste des reconnaissances froides et de longs silences à l'heure des repas. C'était un samedi matin. Le soleil était doux. La brise sentait la poussière humide et les courses matinales. Dans la cuisine, Dup se tenait près de l'évier, rinçant une brassée de tomates. La fenêtre à côté d'elle était ouverte. Elle pouvait entendre le gardien arroser le trottoir en chantonnant. Elle était calme. Elle était toujours, surtout les jours où elle avait quelque chose de lourd à dire. Madame Ronk entra dans la cuisine, vêtue d'un cafetan crème et d'un foulard. Son visage semblait fatigué. Elle ne remarqua pas Dup au début, se dirigeant directement vers le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau. Elle l'ouvrit, but une longue gorgée, puis se retourna. Leurs regards se croisèrent. Dup la salua doucement. « Bonjour, madame. » Ronk hocha la tête. « Bonjour. » Elle but une autre gorgée et s'apprêta à partir, mais Dup parla de nouveau. « Madame. » Ronk s'arrêta. « Oui ?» Dup reposa délicatement une tomate dans le bol et se tourna pour lui faire face. « Je sais pour John. » Ronk fronça les sourcils. « Quoi ? » « J'ai dit que je sais pour John, votre ex. Celui avec qui vous discutez depuis quelques semaines. » Ronk cligna des yeux rapidement. « De quoi parlez-vous ?» La voix de Dup ne changea pas. « Il a réservé une suite à l'hôtel Idagra ce week-end. Juste vous deux. Vous planifiez ça depuis des jours. Mais si vous y allez... » Ronk fit un pas en avant. « Excusez-moi. Êtes-vous en train de lire mes messages ? » « Non, madame, » dit calmement Dup. « Je ne touche pas à ce qui ne m'appartient pas. Mais je vois ce que je suis censé voir. » Il y eut une pause. Puis Dup ajouta, « Si vous allez à cet hôtel, vous perdrez votre mariage et votre dignité. Ce que vous croyez être un réconfort vous apportera le regret. » La gorge de Ronk se serra. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Dup reprit une autre tomate, continuant à la laver comme si de rien n'était. Les yeux de Ronk s'emplirent de larmes. « Vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes qu'une domestique. Je suis un témoin, » dit doucement Dup. « Témoin de ce que votre cœur sait déjà être une erreur. » Le silence emplit de nouveau la cuisine. Pas froid cette fois, juste lourd. Ronk s'agrippa au bord du comptoir. « Il m'a trahi le premier. »« Je sais, » répondit Dup. « Il m'a blessé. Il m'a fait me sentir invisible. » Dup hocha lentement la tête. « Et vous vouliez vous sentir exister. » Ronk essuya rapidement ses larmes. Je voulais juste ressentir quelque chose à nouveau. N'importe quoi. Dup ferma le robinet, s'essuya les mains, puis regarda Ronk droit dans les yeux. Vous le pouvez encore. Mais pas dans cette chambre d'hôtel. Elle prit le bol de tomates et passa doucement à côté de Ronk. En sortant de la cuisine, elle s'arrêta. Parfois, la vengeance semble douce, jusqu'à ce qu'elle pourrisse tout ce qu'elle touche. Puis elle partit. Ronk resta là, le dos contre le réfrigérateur, les yeux pleins de larmes. Elle n'alla pas à l'hôtel ce soir-là. Elle resta au lit, fixant le plafond pendant des heures, supprimant des conversations, ignorant des appels, se murmurant des excuses. Le lendemain, pour la première fois depuis longtemps, Oena descendit et ne se dirigea pas directement vers la porte. Il s'assit dans le salon. Ronk le rejoignit lentement. Cette conversation allait tout changer. Mais à cet instant, Dup se tenait dans le cellier, pliant des serviettes de table avec des mains tranquilles, et souriait. Parce que la guérison avait enfin commencé. « Il y a quelque chose que je dois te dire », commença Oena. Ronk le regarda, fatiguée, méfiante. « J'ai une liaison, » dit-il. « Avec Natacha, ma secrétaire. Je t'ai dit que j'allais à Ibadan, mais j'avais réservé un voyage à Paris avec elle. Elle voulait me tuer, ajouta-t-il, la voix brisée. M'empoisonner, prendre mon argent. J'ai failli tomber droit dans le piège. C'est alors qu'elle parla enfin. Je sais. » La tête d'Oena se releva brusquement. Quoi ? Je sais, Oena. Je le sais depuis un moment. Il était abasourdi. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ? Parce que je préparais ma propre fuite, murmura-t-elle. Il se figea. Ronk fixa ses mains. John m'a appelé. Mon ex. Nous avons recommencé à parler. Il a réservé une chambre d'hôtel ce week-end. Oena se renversa en arrière. Les larmes montèrent aux yeux de Ronk. Mais je n'y suis pas allé. Silence.
Nous organisions tous les deux nos trahisons, simplement dans des rues différentes. Oena ne pouvait pas parler. Mais quelqu'un nous a vus, continua-t-elle. Quelqu'un que nous n'avons pas vu. Il la regarda. Dupe. Elle hocha la tête. Je ne sais même pas comment réparer ça, dit Oena. Moi non plus, répondit Ronk. Mais je sais que je le veux. Il tendit la main vers la sienne. Elle ne la retira pas. Ils restèrent assis ainsi, brisés, coupables, exposés, mais se tenant la main pour la première fois depuis des mois. Et dans la cuisine, Dupe alignait des paquets de sucre, souriant au silence, celui qui suit la guérison. Pendant ce temps, la vie de Maria allait de mal en pis. La même semaine, elle se retrouva à traîner sa valise dans les escaliers de l'appartement de Toby, pieds nus et furieuse. Il venait de lui hurler, « Sors d'ici, Maria. Retourne voir Silas s'il veut encore de toi. » Elle ne dit rien, ferma son sac les mains tremblantes et sortit dans la nuit. Pas de taxi, pas de plan, plus aucune dignité. Elle emménagea dans un studio à Aja. Peinture écaillée, robinet qui fuit. L'argent manquait, le travail aussi. Et le souvenir de Silas la hantait. Puis vint la faim, celle qui se moquait de sa fierté. Un matin, elle quitta la maison, déterminée à trouver n'importe quoi. Elle marcha au soleil avec des talons qui, autrefois, montaient dans la Range Rover de Silas. Personne ne la rappela. Puis, par pur hasard, quelqu'un dans un petit restaurant près de l'Équille lui demanda « Vous cherchez du travail ? Nous avons besoin d'une femme de ménage. » Et c'est ainsi que tout commença. On lui tendit un tablier marron. Elle le noua autour du même corps qui portait autrefois des diamants. Elle était maintenant agent d'entretien. Dans le même genre de restaurant où Silas l'avait autrefois invitée à dîner. Alors qu'elle nettoyait un coin, elle se murmura « Ne pleure pas. Ils ne doivent pas te voir pleurer. » Mais les larmes coulèrent quand même. Chez les Oena, la lumière revenait. Les cris avaient disparu, ainsi que les longs silences. Oena et Ronk avaient commencé à se parler, à rire parfois. Ils se reconstruisaient. Un matin ensoleillé, Dupe plia ses vêtements, ferma sa petite valise et se dirigea vers la porte d'entrée. C'est là que Ronk la vit. « Dupe, où vas-tu avec ton sac ? » « Je pars. Mon travail ici est terminé. » Ina intervint. « Mais nous avons encore besoin de vous. »« Non, monsieur, » dit Dupe avec un petit sourire. « Vous avez besoin l'un de l'autre maintenant, pas de moi. Je ne reste jamais plus longtemps que prévu. C'est la règle. » Les yeux de Ronk s'adoucirent. « Merci. » Dupe hocha la tête. « Vivez avec douceur. Parlez avec bonté. Prenez soin l'un de l'autre. » Elle prit sa valise, se tourna une dernière fois. « Je vous souhaite la paix. Accrochez-vous à elle. » Et sur ces mots, elle sortit. De l'autre côté de la gosse, Maria venait de finir de nettoyer les toilettes des femmes quand son superviseur fit irruption. « Maria, un client VIP vient d'arriver. Va nettoyer la table 6. » Elle obéit, le dos endolori. En s'approchant de la table 6, elle se figea. Son sang se glaça. Silas. Assis là, comme dans un film. Sa femme était à ses côtés, très enceinte, rayonnante. Elle riait, d'un rire que Maria n'avait pas eu depuis des années. Leur petit garçon était là aussi. Maria recula d'un pas, puis de deux. Puis elle fit quelque chose que même les anges n'avaient pas prévu. Elle courut. Elle s'élança à travers le restaurant, le tablier volant, les chaussures crissant sur le carrelage. Le directeur cria « Maria, où allez-vous » Mais elle était déjà partie. Dehors, au soleil, dans la plus pure et totale humiliation. Elle s'adossa à un mur, le souffle court. Ce n'était même pas que Silas l'ait vue. Il ne l'avait pas vue. Il ne l'avait pas reconnue. Il était trop occupé avec sa famille, comme si son monde ne s'était jamais fissuré. Et c'était pire encore. Il l'avait oubliée, alors qu'elle vivait toujours dans l'ombre de ce qu'elle avait jeté. À l'autre bout de la ville, un taxi s'arrêta devant une immense demeure blanche à Ikoyi. Au portail, clôtures élevées, caméras de sécurité à chaque coin. Le genre de maison où les secrets portent du parfum et la douleur se cache derrière des vitres teintées. Dupe descendit doucement. Elle ajusta son foulard et prit sa petite valise. Elle se tint là, immobile, devant la demeure, le visage calme, le regard concentré. Et puis elle sourit. Ce sourire tranquille, celui qui précède la guérison, la vérité, la révélation. Car elle n'était pas seulement une domestique. Elle était l'artisane des miracles discrets. Et ceci était sa prochaine mission.